Bonjour à tous, ravi de vous accueillir ici au Musée national des arts asiatiques, le musée Guimet. Le musée Guimet, c'est l'un des plus grands musées dédiés aux arts asiatiques au monde. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de visiter le musée Guimet, sachez qu'il a été inauguré il y a plus d'un siècle maintenant, en 1889, par la volonté d'un homme, Émile Guimet, un amoureux des arts asiatiques qui a sillonné le continent asiatique et notamment la Chine. Alors nous sommes ici au premier étage du musée Guimet, une salle absolument magnifique, splendide, entièrement rénovée et qui accueille des œuvres venues de Chine et notamment de l'ère des Qi du nord de la Chine jusqu'aux 5 dynasties, une période absolument cruciale pour l'histoire de l'art chinois. Alors, quoi de mieux qu'un musée pour parler à la fois de la Chine d'hier, d'aujourd'hui et de demain, à travers une initiative emblématique, celle des nouvelles routes de la soie, les nouvelles routes de la soie qui empruntent en partie le tracé historique des routes de la soie, mais qui vont au-delà, jusqu'en Afrique et dans une moindre mesure en Amérique latine. Alors, vous le savez, cette initiative des routes de la soie a été lancée, souhaitée, initiée par le président chinois, M. Xi Jinping, en octobre 2013. Elle vise à favoriser, à fluidifier le commerce mondial, notamment à travers des investissements colossaux dans les infrastructures, mais également dans des projets de développement. Alors pour parler de cette vaste initiative, 3 invités prestigieux. Monsieur Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Vous êtes ancien Premier ministre de la France, vous êtes également un très grand amoureux de la Chine, un grand et fin connaisseur de la Chine. Et avec vous, nous verrons, entre autres, ce qu'est cette initiative des nouvelles routes de la soie entre donc l'Asie, la Chine et l'Europe. Avec nous également Monsieur Tertius Zongo, vous êtes ancien Premier ministre du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Vous avez également occupé le rang d'ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis. Et avec vous, nous verrons plus particulièrement la relation de la Chine avec l'Afrique, toujours dans le cadre de cette initiative des nouvelles routes de la soie. Et puis je suis ravie d'accueillir également Monsieur Fan Ney. Vous êtes directeur général France de la Bank of China. La Bank of China, c'est l'une des institutions bancaires les plus importantes au monde. Alors, Monsieur Raffarin, je me tourne vers vous. Cette initiative, vous la connaissez bien, mais avant cela, je voudrais quand même préciser que vous présidez 2 fondations. La fondation Leaders pour la paix, qui, comme son nom l'indique, regroupe un certain nombre de leaders venus du monde entier et qui ont occupé des fonctions importantes dans leurs pays respectifs et qui œuvrent pour la paix. Et puis, vous êtes également à la tête d'une autre fondation que peut-être nos téléspectateurs connaissent davantage et qui est la fondation Prospective et Innovation, qui a des programmes dédiés pays émergents et particulièrement la Chine. Alors, je l'ai dit, Monsieur Raffarin, vous connaissez très bien la Chine, vous connaissez très bien cette initiative des nouvelles routes de la soie. Pour commencer cette émission, j'aimerais que vous nous plantiez le décor, si je puis dire, et que vous nous disiez quelle est cette initiative et quelle est la stratégie de la Chine. Bonjour, bonjour chers amis. Au fond, la Chine, vous savez, quand vous dites que je suis un spécialiste, que je connais bien, c'est tellement profond, c'est tellement large, c'est tellement complexe qu'on ne connaît vraiment jamais bien la Chine quand on n'est pas chinois. Mais on peut l'admirer, on peut avoir de la curiosité, et c'est mon cas. Ce grand projet des routes de la soie, c'est d'abord un projet chinois dans l'intérêt de la Chine, il faut être clair. C'est le projet de connecter la Chine au monde, c'est le projet de protéger les voies de communication et c'est un projet de développement chinois. Mais c'est aussi un projet ouvert au monde, puisqu'au fond, c'est le projet de lier à la fois l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'ASEAN, la Grande Asie, au fond cet immense territoire dont la Chine est quelque part le leader, et puis de l'autre côté de la rive, avec l'Europe. C'est donc la construction du continent eurasiatique. C'est un projet qui est utile à la Chine, mais qui est aussi utile aux autres pays, à l'Asie centrale, qui connaît des problèmes de développement, et aussi à l'Europe de l'Ouest. Et nous avons donc un projet qui est au fond, vous savez, on dit que les maçons ont des boîtes à outils. Et là, je dirais que c'est une boîte à projets. Il faut proposer des projets et faire en sorte que la grande organisation de la route de la soie, qui rassemble de nombreux pays, au fond, puisse valoriser ces projets. Les projets, ce sont des infrastructures, des routes, des trains,
pour que les populations puissent échanger. C'est aussi de la connectivité, c'est-à-dire des voies de communication par le digital, le numérique et tout ce qu'est aujourd'hui les télécommunications. Et puis, c'est aussi un projet de nature culturelle, puisqu'au fond, on fait un retour aux sources avec, durant des siècles, des échanges qui étaient des échanges commerciaux. Mais vous savez, les commerçants de cette époque, au Moyen-Âge et au-delà, c'était des gens qui étaient aussi des gens de culture, qui partaient des années voyager, qui emmenaient avec eux une part de leur civilisation. Par exemple, quand on est sur la route de la soie à Dunhuang, vous avez des grottes où les commerçants dessinaient sur les murs leur espoir, l'avenir, les richesses, mais aussi leur inquiétude, les voleurs, les tempêtes, tout ce qui venait troubler la quiétude de la caravane. Et donc, il s'agit d'aller chercher dans le fond de la culture de cette route des forces nouvelles pour une nouvelle communication entre l'Europe et l'Asie. Et au fond, c'est aussi utiliser l'Europe comme une sorte de médiateur entre l'Asie et l'Afrique. Et c'est pour ça que, même si quelquefois je vois bien en Europe que des gens sont un peu effrayés parce qu'ils trouvent le projet trop important, mais au fond c'est une chance formidable aussi pour l'Europe, parce que c'est une liaison avec l'Eurasie, mais c'est une autre liaison avec l'Eurafrique. Et cette position-là fait que le projet mérite attention. Alors, Monsieur Fannet, je me tourne vers vous. Vous êtes à la tête de la Bank of China, je l'ai dit tout à l'heure, en France. Et à ce titre-là, vous accompagnez des entreprises chinoises qui investissent donc dans le cadre de cette grande entreprise des nouvelles routes de la soie, à la fois en Europe, mais également en Afrique. On en parlera dans un instant. En Europe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces investissements? S'agissant de la Banque de Chine, dont je suis le responsable de la succursale en France, donc je pourrais vous faire partager quelques réflexions à partir de ma position d'observation. C'est vrai que la route de la soie est une initiative chinoise lancée par le président chinois il y a 5 ans. 5 ans, il faut dire que nous ne sommes qu'au début d'un travail de longue haleine. Et cette initiative, à mon sens, l'ambition de cette initiative est de la faire réaliser durant plusieurs décennies à venir et à l'échelle planétaire, afin d'entraîner, n'est-ce pas, un développement économique global et inclusif par plus d'investissements et d'échanges aussi, afin de créer une croissance économique dans le monde. Donc nous ne sommes qu'au début, mais 5 ans peuvent nous permettre peut-être de faire déjà une première idée de ce projet. Et je pense qu'à ce stade-là, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que les routes de la soie peuvent constituer un nouveau cadre de mondialisation? Et je crois que les réponses apportées à cette question traduisent toute leur acuité en ce moment. Cette initiative, effectivement, sert de dialogue et de développement économique en reliant tous les coins du monde. Donc, pas seulement l'Europe, l'Afrique, mais l'Asie, peut-être l'Amérique latine aussi. Mais ceci dit en reliant tous les coins du monde, et notamment dans l'Asie avec l'Europe, l'Afrique. On peut noter que c'est une initiative très ambitieuse, donc ça implique des projets gigantesques et dans de nombreux domaines. On peut citer comme les infrastructures, les chemins de fer, les ports, aéroports, l'énergie, les écoles, les hôpitaux, etc. Donc ça touche à tout. Ceci dit, avec les projets aussi nombreux, aussi importants, ça nécessite des financements. Mais il faut que ce soit des financements adaptés, à la fois sur le plan de montant, de durée, mais aussi
les provenances des fonds, donc publics, privés, avec les appels d'offres, et ça implique aussi pas mal d'autres éléments, par exemple le droit international à appliquer, etc. Et puis les critères pour la protection de l'environnement, etc. Donc c'est complexe. Mais si nous contentons de parler de cet aspect de financement, oui, effectivement, les institutions financières, j'insiste sur ce point, pas seulement chinois, mais aussi internationales, sont bien engagées. Jusqu'à maintenant, grosso modo, pour ne parler que les banques chinoises, les institutions financières chinoises, elles sont impliquées déjà dans à peu près 2700 projets avec un montant de près de 400 milliards de dollars. S'agissant de la Banque de Chine, c'est 600 projets, 120 milliards de dollars. C'est pas assez, donc c'est sûr. Il faut mobiliser encore d'autres institutions financières internationales que nous pourrions essayer de parler dans quelques instants. Voilà donc un petit peu le panorama de ces 5 dernières années. C'est là pas court, mais j'insiste sur ce point, c'est juste le début. Oui, c'est juste le début et c'est très ambitieux, bien évidemment. Et alors, la Bank of China accompagne des entreprises également sur le continent africain, on en reparlera tout à l'heure. Monsieur Zongo, vous qui avez été chef du gouvernement dans votre pays, le Burkina Faso, j'imagine que vous avez eu à échanger avec vos pairs, avec vos homologues d'Afrique de l'Ouest notamment, sur cette initiative des nouvelles routes de la soie qui est très importante aussi pour le continent africain. Le continent africain, c'est tout de même 54 pays, donc c'est immense, et avec un très grand besoin, notamment d'infrastructures. Comme le Premier ministre Raffarin l'a dit, il faut saluer l'initiative. Et moi, je pense que, elle s'inscrit dans le long terme. Et c'est ce que nous venons de dire. Le développement, il ne faut jamais l'oublier, c'est une accumulation sur le long terme. On ne se développe jamais sur des trucs sur le court terme où il n'y a pas de visibilité. Donc il faut saluer l'initiative en ce sens qu'elle apporte quelque chose de nouveau. Et le deuxième élément qui me paraît important pour nous, Africains, c'est que ce projet s'ouvre à tout le monde. Lorsqu'on regarde les entreprises privées, les États y sont, les structures régionales de coopération y sont. Donc, on retrouve plusieurs acteurs. Et retrouver plusieurs acteurs, c'est rejoindre un peu l'idée du Premier ministre Raffarin sur le dialogue, sur la paix, c'est créer un cadre de dialogue. Ouais, c'est-à-dire il faut d'abord voir les éléments de substance avant de voir les réalisations physiques. Ce projet permet de sortir aujourd'hui de tout ce que nous voyons de repli sur soi-même. Il est en train de réinventer le multilatéralisme. Imaginez-vous si l'Europe adhère au projet, si l'Afrique y adhère, l'Asie y adhère. Mais d'abord, à l'intérieur d'un même pays, comme j'ai dit, vous avez plusieurs acteurs qui vont être obligés de se parler, parce qu'on ne s'adresse pas uniquement qu'aux États. Il n'y a rien qui construit le développement et qui construit l'unité plus que le dialogue. Donc, réinventons le multilatéralisme d'une autre manière. Deuxièmement, lorsque vous avez des infrastructures, vous ouvrez sans doute au niveau du pays la possibilité, pas simplement pour les échanges commerciaux, comme je l'ai dit, parce qu'en Afrique, on a plus besoin d'une intégration. Lorsque vous regardez les pays africains eux-mêmes, ils ont besoin d'abord, au niveau national, d'être intégrés d'abord. Il est tout à fait évident que l'Afrique est diverse. Et là, il faut le comprendre. Elle est diverse. Il y a un certain nombre de défis qui sont des défis communs, tels la pauvreté, les questions de marginalisation, sont des défis communs. Mais par rapport à la culture, selon les régions, il y a des défis qui ne sont pas les mêmes. Et ce projet ne vient pas dire, voilà ce que j'impose. Qu'est-ce que vous souhaitez faire en fonction de vos spécificités? Et ça permet vraiment à chaque région de pouvoir s'organiser, de pouvoir compter. Et je dois dire, peut-être pour permettre que le débat soit beaucoup plus profond, que ce que j'apprécie, c'est que la Chine a financé le siège de l'Union africaine, que beaucoup décrient, mais ils n'ont rien compris.
dans nos pays, lorsque vous voulez avancer sur des réformes, sur des projets structurants, si vous voulez sortir des concurrences entre pays, des micro-nationalismes, il faut renforcer les structures régionales et continentales d'intégration pour avoir des projets qui ont une meilleure efficacité. Donc, en un mot comme en mille, la route de la soie pour les Africains est une initiative qui permet à l'autre de se regarder comme il est et de se développer comme il le souhaite. Parce qu'ailleurs, on pense que l'autre doit faire comme moi. Tant qu'il ne fait pas comme moi, je trouve qu'il n'est pas sur le bon chemin. Alors que cette route de la soie ne demande à personne d'être comme qui que ce soit, mais demande à chacun d'être lui-même, mais de compter dans le concert des nations. Monsieur Fannet, je sais que la Bank of China s'est implantée, je crois que c'était la première banque chinoise à s'être implantée sur le continent africain. Il y a une quinzaine d'années, il me semble. Vous avez commencé par l'Afrique australe, il me semble, l'Afrique du Sud, la Zambie, de mémoire. Alors donc vous accompagnez également des entreprises chinoises sur le continent africain. Quels sont les projets prioritaires, on va dire, ou les zones prioritaires d'investissement en Afrique pour cette initiative des nouvelles routes de la soie? Il faut voir que l'Afrique est vaste. Il y a 54 pays. Si je me rappelle bien, 30 millions de mètres carrés, avec un quart de terre cultivable, exploitée, 1,1 milliard de population. Et si l'estimation est bonne, à 2050, ce sera 2,5 milliards. Donc, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se réaliser sans la participation de l'Afrique. Et de plus en plus, surtout en matière de développement. Et c'est pour ça que les institutions financières chinoises, pas seulement la Banque de Chine, je pense à Exim Bank, Banque de développement de Chine, etc. Et puis d'autres fonds chinois sont très engagés. Les secteurs prioritaires d'une manière générale, M. Zongo a très bien expliqué tout à l'heure, je pense, c'est surtout les infrastructures, parce qu'il manque, quand vous parlez que les exportations par voie maritime, etc., il faut que le continent soit bien relié d'un bout à l'autre. Donc c'est les chemins de fer, la communication, etc. Je pense qu'on peut donc imaginer dans ces secteurs-là, mais aussi pas seulement les infrastructures, mais le bien-être, la consommation, les hôpitaux, la santé, l'éducation, etc. Donc ça touche à tout. Donc c'est beaucoup de choses à réaliser. C'est là que ça donne du sens pour le travail des institutions financières. Alors le continent africain, M. Zongo, et vous le savez, est à 14 km via le détroit de Gibraltar de l'Europe. Est-ce que vous observez sur le terrain ce fameux dialogue triangulaire de coopération donc, entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique? Je crois le dialogue est à inventer. Le dialogue est à inventer et nous avons un cadre de dialogue entre l'Afrique et l'Europe qui est plus ancien. Vous savez qu'en 2000, au Caire, sur le plan stratégique, il a été créé ce cadre de dialogue. Et il y a un sommet Europe-Afrique qui se tient. Et ce premier sommet s'est tenu en 2000 au Caire. J'ai eu la chance de participer à ce premier sommet. Et le dernier, qui est le 5e, vient de se tenir à Abidjan en 2017. Donc le cadre existe. Mais prenez ce cadre, regardez les objectifs poursuivis, qui sont très nobles. Mais c'est la coopération comme d'habitude, qui ne sort pas de l'ordinaire. On vous dit non, la paix et la sécurité, mais qu'est-ce qu'on finance dans la paix et la sécurité? La paix, ce n'est pas des détachements militaires. La paix, c'est plus que des bataillons militaires qu'on envoie dans des pays. La paix, c'est des actions de développement. La paix, c'est de la diplomatie, c'est parler, c'est dialoguer. Donc je crois qu'il faut arrêter de croire que son regard est le meilleur. Tant qu'on ne va pas avoir ce changement de paradigme, d'accepter l'ouverture
Et parce qu'on est dedans, on ne peut changer que quand on est dedans. On ne peut pas changer quand on est dehors. Mais jusqu'à présent, on voit le système, je te change d'abord avant de collaborer avec toi. Non, collabore avec moi, tu me changeras par la suite. Monsieur Raffarin, Monsieur Tertius Zongo a dit qu'il fallait appeler un changement de paradigme. Alors, quand on voit également ce projet, on a le sentiment que la Chine prend un peu une forme de leadership avec ce projet, notamment dans un cadre multilatéral, au moment où on le voit bien à travers le monde, et notamment le multilatéralisme est un peu battu en brèche, alors par les États-Unis de Donald Trump, il faut bien le préciser, mais l'Europe, elle souhaite aussi ce multilatéralisme. Est-ce que ça ne peut pas être aussi une porte d'entrée de dialogue, justement? Au fond, c'est savoir, j'adhère à l'idée de la grande vision. Big picture des Américains, de savoir, au fond, que la seule façon de surmonter nos petits problèmes de frontières, qui sont souvent des graves problèmes, c'est d'avoir une vision élargie. Donc c'est ce grand espace politique qui est un espace qui va du sud de l'Afrique en passant par l'Europe à complètement donc l'est de l'Asie, et ces grands triangles Afrique, Europe, Asie, cet espace-là est-il l'espace de stabilité du monde à venir? C'est mon avis. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'instabilité générale dans le monde. Où peut-on trouver de la stabilité? On ne trouvera pas de la stabilité sans l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est le continent de l'avenir, avec la jeunesse du monde entier, et que tant qu'il y aura un problème africain, il y aura un problème mondial. Et d'abord, européen, je partage notre destin est euro-africain. Il faut qu'on accepte ça. Il est commun. Et donc, il faut accepter ça. Et puis, il faut naturellement, j'étais sensible à ce que disait M. Tsongo tout à l'heure, quand il dit qu'il ne faut pas faire de la coopération comme avant, normalement. Il faut aussi innover. Donc, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes? On a un monde digital qui arrive. Il faut que dans le monde digital, il y ait quand même des innovations qui soient performantes, aussi bien en Chine qu'ailleurs, mais aussi naturellement en Afrique. Et aussi, regardez la capacité qu'ont les Africains à vivre avec des innovations. On paye plus souvent avec son téléphone en Afrique qu'on ne le fait en Europe. Donc il n'y a pas de handicap à l'innovation en Afrique. Donc tout ça pour dire que pour moi, je me méfie du monde américain aujourd'hui. Je vois la tension avec les Russes, je vois beaucoup de situations de conflit. Je vois qu'à l'intérieur de ce grand continent triangulaire, Afrique, Europe, Asie, les difficultés du Proche-Orient, je vois tout cela. Je pense que ce grand espace peut nous permettre d'avoir la stabilité. Donc la route de la soie, c'est un peu une colonne vertébrale en ajoutant, comme ça a été dit tout à l'heure, l'importance de la mer. Et l'importance de la mer, et au fond, quand les Chinois font le collier de perles pour la route de la soie maritime, il y a aussi cette importance de la mer, à la fois pour la paix et à la fois pour le commerce. Dernier mot sur cette question-là, n'oublions pas que les Chinois ont connu l'Afrique avant l'Occident. Ils ont fait un armada avec des milliers d'hommes, et c'était un amiral qui s'appelait Zhang He, qui est allé en Afrique, qui a visité l'Afrique, qui n'a pas cherché à la coloniser, qui n'a pas cherché à faire la guerre, qui a cherché son propre développement et les propres échanges. Et donc, je crois qu'il ne faut pas mésestimer les autres et penser que tout le monde veut piller les richesses des autres. Les nouvelles routes de la soie semblent être finalement une plateforme de dialogue. C'est presque ça la philosophie. Au-delà évidemment de tous les projets qui vont être mis en place à l'intérieur de cette nouvelle route de la soie. Mais avant tout, il faut installer ce dialogue permanent. Au fond, qu'est-ce qu'on a comme autre grand projet où on peut se mettre autour de la table pour parler tous ensemble? On a les projets africains, les projets européens, on a nos problèmes internes qui sont déjà très importants. Mais qu'est-ce qu'on a comme grand projet commun? On travaille sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. On a du mal à réussir. Qu'est-ce qu'on a comme grand projet? On a des projets ponctuels grâce à l'UNESCO, grâce à certaines organisations internationales. Mais comment on va rénover l'OMC? Il faut rénover l'OMC. Sur quel exemple concret on peut travailler? La route de la soie, c'est peut-être un beau laboratoire de
de ce que peut être le multilatéralisme de demain, mais à condition que tout le monde y participe et qu'il y ait le dialogue. Le dialogue, c'est important. Alors, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Je voudrais, si vous le permettez, que vous nous apportiez un mot de conclusion, peut-être un mot d'espoir, votre vision, comment vous analysez les choses. Monsieur Zongo, quelle serait votre conclusion pour cette initiative des nouvelles routes de la soie? Si on peut parler de conclusion. La peur détruit. Et lorsqu'on voit tout ce qui se passe autour de nous, quand vous creusez, et je ne veux pas avoir cette idée machiavélique, c'est que c'est la peur, c'est le fait de dire oui, c'est mon honneur, c'est ma grandeur qui est remise en cause. Votre honneur, votre grandeur, elle sert à quoi si elle n'est pas irriguée et fait de l'honneur et de la grandeur aux autres? La grandeur de se replier sur soi, qu'est-ce que ça veut bien dire? C'est mon intérêt qui est attaqué. Mais si tu es dans la position où tu es, c'est que ton intérêt a prévalu sur l'intérêt des autres pour être où tu es. Mais au nom de quoi? C'est ton intérêt qui doit être toujours préservé. Au nom de quoi? Donc je pense qu'il faut vraiment sortir de ce climat de peur. Et aujourd'hui, notre monde, je dois dire, vit dans la peur. Il faut qu'on ait confiance à l'autre, se dire que c'est ensemble qu'on peut réussir, c'est ensemble qu'on peut aller loin. Tout de suite, la peur peut vous faire croire que vous gagnez, parce que vous bandez les muscles. Mais la peur n'a jamais rien construit sur le long terme. Donc, pour un monde de paix, que ce soit un monde qui accepte l'autre, un monde qui valorise l'autre, et un monde qui croit que c'est ensemble qu'on peut réussir. Dialogue, ouverture. Monsieur Ney, peut-être très rapidement, un mot qui vous viendrait à l'esprit pour conclure, et après nous conclurons avec Monsieur Jean-Pierre Raffarin. Le mot pour moi, peut-être, c'est le partage. C'est le partage, c'est vraiment une initiative qui sert à partager des choses. Monsieur Raffarin vient de dire que la Chine a réussi à faire sortir un grand nombre de sa population de la pauvreté. En basant sur cette expérience-là, je crois que les Chinois savent qu'on ne peut pas s'occuper des affaires de chez soi, il faut s'occuper aussi des voisins. Ce que la Chine souhaite, c'est de partager. Donc il y a une initiative qui est mise en place, il reste à partager avec les autres. Voilà. Dialogue, ouverture, partage. Vous, Monsieur Raffarin, pour conclure, quels seraient vos mots que vous poseriez sur cette initiative des nouvelles routes de la soie? Bon, je pense que la question fondamentale, c'est lier l'impératif de développement à une compréhension culturelle. Je pense qu'il faut se dire que s'il n'y a pas de développement, il n'y aura pas de paix. Je rejoins complètement ce qui a été dit. Mais qu'il n'y aura pas de développement s'il n'y a pas une compréhension culturelle. Et moi, je suis optimiste. Regardez bien autour de vous. Tous les gens qui connaissent l'Afrique aiment l'Afrique. Tous les gens qui connaissent la Chine aiment la Chine et les Chinois. Et on aime l'Afrique et les Africains quand on connaît. Et donc, ça veut dire que c'est la culture qui est quand même le chemin d'entrée. Mais pas oublier le développement. Et notamment, ne pas oublier le développement des jeunes. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, avec les routes de la soie, c'est que c'est un message de paix, c'est un message de partage, et qu'il s'adresse aux jeunes, parce que c'est aussi un message d'avenir et de technologie. Et donc, au fond, je pense qu'il y a là une perspective, un horizon, une belle ambition. Le général de Gaulle nous dirait qu'on a là, en effet, la vraie grandeur. La vraie grandeur, c'est celle qui tire vers le haut. Merci infiniment. Ce seront avec vos mots de conclusion que nous allons terminer cette émission. Je voudrais remercier une fois encore le musée Guimet de nous accueillir ici dans ce lieu absolument magnifique. Merci à tous de nous avoir suivis.